le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, le mien donc. Et je vous préviens, aujourd'hui et depuis quelques jours, je dois boire de l'eau en très grande quantité avec un petit peu de citron, de gingembre dedans. Et je touche plus trop au café, ça m'énerve. Donc, ce podcast va être tonique. Voilà, une petite question de Tony Pernet. Tony qui était patriote fut un temps. Donc je pense qu'il prendra avec beaucoup de tolérance la violence du podcast avec sa question qui est une bonne question. Qui c'est une bonne question, mais vous allez voir que dès l'introduction ça part complètement en cacahuète pour notre cher Tony. Numéro 258, voilà, on n'abandonne pas jamais. Le vélo taf est-il un entraînement ? Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un mot. Voilà, donc je suis très très bien, bravo. Le vélo taf est-il un entraînement ? Ah. Alors, oui ou non ? Ça dépend. J'adore dire ça. Quand vous me posez une question, mon bonheur, pour tous ceux qui me posent une question sur n'importe quel réseau social, genre, je sais pas, un truc, je vais dire au hasard... Est-ce que tu manges des haricots verts ? Voilà. J'ai des fois, on me pose des questions qui ressemblent à ça. Est-ce que tu manges des haricots verts ? Ah, bonne question. Est-ce que je mange des haricots verts ? Alors du coup, je réponds, ça dépend. Ça dépend en fait. Tu parles du matin, tu parles du midi, tu parles du soir, tu parles quotidiennement, tu veux dire dans le mois, dans l'année, après l'entraînement, avant l'entraînement. Enfin, en fait, à quel moment, pour qui, pourquoi, comment... boum, tu poses une question, paf, il y en a 10 qui arrivent, tu vois, tellement c'était imprécis et inintéressant. Donc le vélo taf est-il un entraînement ? Voilà, on est sur un niveau de précision qui est similaire, mais du coup, ça permet de faire un podcast, donc c'est cool. Avant toute chose, j'aimerais remercier les nouveaux patriotes. Tiens, j'ai pas regardé qui était parti, là, faudra que je les dénonce également. Non, je plaisante. Nouveau patriote, Frédéric Gauthier, Lucas Brochier, le retour de Palenzuala, il me semble que Palenzuala a déjà été patriote par le passé. Franck Albert, Olivieri, le retour de César Maumessin, Baptiste Bugnard. Alors je sais pas s'il est le frère du Suisse Alexandre Bugnard, qui est un excellent coureur, mais qui court très très peu et surtout quasiment uniquement autour de chez lui, donc personne ne le sait qu'il est très fort. Nicolas Jacob, Jérôme Rullière, Laurent Bartoli, peut-être le mari de Marion Bartoli, qui, allez, rigolons un peu pendant cette introduction. Marion Bartoli, elle perd je sais plus combien de kilos, sans doute par un régime dont on ne connaît pas les bienfaits, puisque nous on est trop bêtes et elle devait savoir mieux que tout le monde. Donc elle perd je sais pas combien de kilos, elle devient quasiment meilleure joueuse mondiale, elle gagne des grands chelems et tout, et puis... d'un coup, elle déclare qu'elle veut arrêter sa carrière. Quand même très étonnant qu'un sportif qui, d'un coup, atteigne le top niveau après avoir travaillé des dizaines d'années pour ça, veuille arrêter sa carrière sans en récolter l'intégralité des fruits. Voilà, alors là, on est sur une digression d'un niveau quasiment interstellaire. Mais c'est pas grave. Guillaume Waltz, le retour de Camille Monvoisin, qui, entre deux créations de son équipe de foot personnelle, revient faire coucou. Florian Oléron, Tom Robert, et ça fait déjà pas mal. Alors, là, je voudrais dire un double merci aux Patriotes. Parce que, vous le savez, si vous écoutez mon podcast depuis longtemps, alors peut-être il y a des nouveaux, je sais pas, levez la main. Mais j'ai préparé le 100 Miles of Istria depuis début décembre. Et tout se passait bien en fait, il n'y a pas eu de soucis particuliers, en tout cas pas vraiment notables. On s'est chauffé de ouf sur le Patreon en faisant un petit J-30, on crée le jingle avec un DJ, enfin voilà, on est des foufous.
tout allait bien, le plan nutritionnel, les temps de passage, enfin vraiment tout. Et puis à une semaine de l'événement, progressivement, je sens que c'est pas terrible. Vu qu'on est avant un événement, je m'inquiète pas. Je me dis, bah ouais, ça arrive, des fois, la veille de la course, c'était pas bien, en fait, c'est des fausses sensations. Et pas de bol, c'était une vraie sensation. Le jour de la course, j'avais été absolument lamentable, et ce qui fait que je n'ai pas pu réussir à faire les 100 miles. En m'entamant déjà très sérieusement la santé, j'ai arrêté au kilomètre 131, ce qui était trop, il fallait encore arrêter plus tôt. Bon, c'est pas grave. Et du coup, finalement, on fait un retour sur Patreon, donc voilà... plus de 500 personnes qui te suivent, la sauce monte pendant 4 mois, et au moment fatidique, quand tu mets un peu la balle au fond, tu vois, ben, plus rien, chou blanc, et derrière, qu'est-ce que tu présentes aux gens, quoi, c'est un peu comme ce vieux rêve que tu faisais quand t'étais au collège, c'est le rêve où tu sais, t'as un exposé à rendre, et tu fais ton exposé tout bien, et le jour J, t'arrives au collège, mais t'as oublié d'amener ton exposé, il est resté chez tes parents, et du coup, ton prof qui est un psychopathe, il te met un 0. Bon, maintenant, ça n'existe plus, le prof, il se plie à ta volonté, et il te met un 12/20 sans même regarder ton exposé. Mais, voilà, c'était un peu ce vieux rêve, tu sais, que tu travailles beaucoup, puis d'un coup, t'amènes le fruit de ton travail, et pas de bol, le truc a été oublié, il est pas là. Et du coup, bah, tu fais un retour sur Patreon, j'ai fait un retour, voilà, où t'expliques, bon, bah, les gars, ça a pas marché, alors en plus, mon retour, finalement, il y aura une V2, parce que j'avais pas tout identifié du premier coup, il y a finalement des petits problèmes de santé, un peu de fond, hein, qui ont ressurgi, j'étais pas le plus costaud, moi, parmi les enfants et adolescents, là, j'ai pas des... Alors j'ai des gènes pour l'endurance qui sont visiblement excellents, mais dans le corps, il y a d'autres trucs qui ont pêché par le passé, et apparemment ça refait surface. Bon, il y a des petits examens à faire pour compléter tout ça. Peut-être je vais mourir demain. Non, je plaisante, c'est pas à ce point. Mais du coup, il y aura une petite V2 sur ce retour, donc vraiment très déçu de ramener un peu rien du tout. Et du coup, double merci aux patriotes, parce que ça a fait plaisir de voir des messages de soutien réels plutôt que le bête commentaire, certes toujours plaisant, hein, sur un réseau social écrit à la va-vite, mais le vrai texte du patriote, dont certains amis que j'ai rencontrés plusieurs fois, voilà, ça touche toujours beaucoup plus quand tu reviens à la queue entre les jambes, hein, là c'est quand même le cas de le dire. Voilà. Donc vraiment très très heureux, et ça motive d'autant plus à comprendre pourquoi, à résoudre les problèmes, et à aller de l'avant en fait, en toute simplicité, plutôt que de se laisser abattre. Voilà, immédiatement, torse nu, tu prends un bandeau rouge, pas parce que t'es communiste, mais parce que tu veux ressembler à John Rambo. Tu fais un tour autour de ta tête, tac, tu noues le nœud, tu mets la musique quand il chasse le chinois à travers la savane avec son lance-roquette, enfin son arc qui tire des roquettes, me demandez pas pourquoi, et voilà, et c'est reparti, et tu redéfinis les objectifs. Donc là, j'en parlerai. Non, mais en fait, d'un point de vue coureur, l'objectif 1, c'était Istria, voilà, il s'est pas bien passé, et l'objectif 2 était l'UTMB, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que tu attends jusqu'à l'UTMB avec cette sensation de médiocrité qui te colle à la peau? Ou est-ce que d'un coup, tu prends un coup de folie, comme dans la saison Viking, comme les Spartiates, le messager vient te dire qu'il va éventuellement réquisitionner tes terres, et il va te demander de l'eau, et puis s'il peut tripatouiller ta femme, il est quand même pas contre. Et toi, en fait, tu te retournes, tu fais, mais qu'est-ce que tu me veux, espèce d'enculé? Tu lui mets un coup de pied, tu le balances dans une fosse. Voilà. Quel type de réaction avoir face à l'échec? Est-ce que docilement on attend, on prépare son plan en silence et on perce le jour lors de l'objectif numéro 2 qui est l'UTMB? Ou est-ce qu'on se dit bordel de merde, tout ce que j'ai fait cet hiver ça va me servir, hop, j'ai un week-end de libre à tel moment, je coche la date sur mon putain de calendrier et j'y vais et je les éclate, et voilà, et j'y vais avec une préparation qui est ce qui elle est, puisqu'on surfe sur la vague hivernale,
Et finalement, c'est uniquement l'ultra-violence et la sensation d'avoir ce quelque chose à courir après qui va te pousser à réaliser finalement une performance ce jour-là et pas le vendredi 14 avril. Donc voilà. D'un point de vue coureur, du coup, tu comprendras que pour l'instant, l'heure est à la vengeance pour replanifier une compétition afin de profiter quand même de tout ce beau travail de vitesse et de course longue cet hiver qui pour l'instant n'a pas pu être montré sous son plus beau jour. Alors d'un point de vue speaker, eh bien ce week-end je devais être en live sur une manche UTMB, le Major des US, Canyon Endurance Run, et malheureusement il y a eu des intempéries très fortes dans la région, donc un parcours de repli a été proposé aux coureurs, et sur ce parcours de repli, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau, pas de live. Et donc Hugo, il est au chômage. Enfin, sans toucher le chômage, quoi. Donc, en fait, il est juste pauvre, du coup. Abonnez-vous au Patreon, du coup. Ouais, bon, du coup, le week-end de repos forcé. Bon, voilà. Ce qui n'est pas plus mal pour préparer le Traini Volley Rover que j'organise la semaine prochaine. Donc ça va être peut-être un week-end avec la tronçonneuse pour aller non pas découper des gens qui m'agacent, mais des arbres. Voilà, mais ils m'agacent aussi, donc ça marche. Speaker, du coup, prochain week-end non, puisqu'il y a le niveau Volley Rover. Et du coup, on se retrouve au Trail Saut Bugey le dimanche 14 mai. Voilà, dans le Bugey, très très beau coin. Que dire de plus, sinon que sur mon site internet, je vais ravoir les chaussettes à partir de début mai. Et cela coïncidera peut-être avec un nouveau produit. Donc je vais vous le dévoiler parce que je suis très content. Des manchettes. Et oui, des manchettes. C'est bien ça pour l'été, les manchettes. Des manchettes made in France. Voilà. D'ailleurs, je peux même vous dire que si vous appréciez les manchettes Oxitis qui sont faites en France, il y a une usine qui produit pour eux en France, donc c'est du made in France, du vrai, du pur, du dur, puisque les bureaux d'Oxitis, les têtes pensantes sont en France, et l'usine de production également, eh bien, je devrais avoir quelque chose qui est plus ou moins de la même qualité, donc un produit haut de gamme et made in France. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a sur l'Entre du Duc, avec la boutique, que j'ai bien sûr renommée l'Armurerie, parce que c'est quand même plus stylé. Et du coup, en ce moment, c'est sûr que j'aurais du mal à vous proposer les bonnets, hein. On est quand même sur des températures plutôt agréables, mais n'hésitez pas à les acheter par paquet de 5, ça me fera plaisir. Les t-shirts, il doit en rester encore un petit peu. Bon là, vu qu'on a fait des flocages absolument stratosphériques, forcément le coût est un peu élevé. Et puis sinon, les films sur l'UTMB, sur le dernier survivant, l'audio qui retrace toute ma préparation à l'UTMB 2022, 14 heures d'écoute. Si vous avez un trajet à faire, Saint-Brieuc, Nice en voiture, achetez l'audio, ça vous occupera. Vous pourrez même passer par les petites routes de campagne et pas par l'autoroute. Voilà. Donc, avant toute chose, de commencer ce podcast, après quasiment un quart d'heure d'introduction, ce qui vous fait toujours plaisir, j'imagine, puisque n'importe quel marketeur, commercial ou tous ces types des métiers tertiaires qui en fait ne serviront à rien quand il y aura un effondrement économique, puisqu'on se tapera dessus pour avoir à bouffer. Et donc à ce moment-là, peut-être qu'on mangera ces gens-là d'ailleurs, te diront qu'il faut faire des introductions courtes, efficaces, rapides, tout l'inverse de ce magnifique podcast que vous écoutez avec délectation. Voilà, même ça, je sais pas si on peut le dire, mais c'est dit, et vu qu'il n'y a pas de montage, ça va rester. Donc la question, le vélo taf est-il un entraînement ? Alors là, comme ça, on a envie de dire oui. Moi, j'ai un exemple de vélo taf de ouf. C'est un Hollandais. Bon, ces gens-là, ils sont complètement cintrés. Déjà, vivre en Hollande, faut quand même pas aimer le soleil.
J'y suis allé 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Octobre, novembre, il pleut tous les jours en fait. Et je caricature pas, hein. Il pleut tous les jours. Le vent, atroce, également. S'il pleut pas, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de vent. Et donc tu passes pas spécialement une meilleure journée que s'il pleut. Alors, l'exemple de vélo taf, excellentissime, c'est un Hollandais qui préparait la Marmotte, qui est une très très grande cyclo-sportive, très relevée. Il y a même des mecs qui se chargent pour la gagner. Et après, ils oublient d'aller au podium, parce que pour aller au podium, il faut passer par le contrôle antidopage. C'est amusant de gagner une des cyclo-sportives les plus relevées et de refuser, encore une fois, de de récolter les fruits de son dur labeur en se présentant au podium pour recevoir ses lots. Voilà, le mec s'est barré, donc vous chercherez en quelle année c'est. On prétexte toujours l'urgence, il faut reprendre la voiture pour rentrer chez soi, alors qu'en fait, on essaye tranquillement d'éviter le petit contrôle antidopage, toujours fâcheux quand on est une chaudière et qu'on a mal réglé ses microcycles de PO. Donc ce concurrent hollandais qui avait gagné la Marmotte il y a très longtemps avait battu un ami à moi, par exemple David Polveroni, qui est un très bon cycliste autour de Grenoble, qui réalise de très belles cyclosportives tout au long de l'année, à un niveau de performance élevé, et ce depuis une quinzaine d'années. Donc David Polveroni, qui à l'époque était quasiment au sommet de son art, qui ne travaillait pas, il n'avait pas encore ses ruches, puisqu'après il a été apiculteur, il était dans une espèce de phase de transition, on va dire, et du coup il avait beaucoup de temps libre pour récupérer, s'entraîner, et lui vraiment poussait tous les curseurs vers le haut pour être bon. Si vous pensez que Mathieu Delpeuch a une attitude professionnelle parce qu'il fait à peu près tout ce qu'il faut pour être bon tout au long de la journée, sachez qu'il était surclassé par David Polveroni, si on veut schématiser. Voilà, donc le mec était vraiment irréprochable. Et il termine deuxième derrière un Hollandais qui lui fait une révélation. Tous les jours, le mec va bosser. Donc là, évidemment, David tombe des nues, c'est incroyable et tout, ce Hollandais qui travaille tous les jours et qui me bat quand même. Et en fait, en discutant avec le Hollandais, le mec travaille à 60 bornes de son domicile et il fait du vélo taf. 60 bornes le matin, 60 bornes le soir. Voilà. Et le week-end, il faisait des sorties. Quand il fallait faire des semaines plutôt courtes, il faisait repos. Et quand il fallait faire des semaines plutôt avec un volume élevé, il allait faire des sorties. Alors les montagnes en Hollande, elles n'existent pas, mais si tu te rapproches de Munich... Non, c'est pas Munich, c'est Maastricht. Tu peux avoir des petites collines, donc il allait par là-bas. Donc le mec, 120 km par jour x 5, ça fait 600 km. Et après le week-end, il en rajoutait peut-être 2 fois 150, j'en sais rien. Là, c'est du vélo taf, ouais. Là, tu bosses l'endurance. Alors j'imagine, certains jours, il y allait peut-être en 2 heures pour bosser l'endurance. Et certains jours, il y allait en 1h40 en faisant du fractionné, tu vois. Enfin, tu peux tout faire, quoi. Donc là, c'était du vélo taf. Prenons maintenant le cas de Tony. Alors Tony, évidemment... on va surenchérir, on va faire un petit peu d'humour, faut pas prendre ça personnellement, mais je pense qu'en m'ayant côtoyé pendant 2 ans, t'as l'habitude. Tony me demande si le vélo taf est un entraînement alors qu'il a 10 km par jour, 5 fois par semaine. Je vais vous laisser quelques secondes, le temps de digérer cette information. Voilà, donc l'information c'est... 10 km de vélo par jour, est-ce que c'est un entraînement ? Voilà, ça c'est l'information. Il faut un peu de temps pour qu'elle arrive un peu au cerveau. 10 km de vélo, entraînement, 10 km de vélo, entraînement. Ouais, ça a du mal à connecter. Hein, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, déjà, c'est curieux. C'est peut-être même encore pire. Parce que quand tu vas au travail, j'imagine qu'il faut rentrer.
Du coup, ça veut dire quoi? En fait, c'est pas 10 km par jour. Enfin, si, mais c'est 5 km aller, 5 km retour. Donc, le mec va passer 12 minutes sur son vélo le matin, 12 minutes sur son vélo le soir. Et il pense que ça va l'entraîner? Ben, c'est impossible. À moins de sortir d'une opération du cœur à 65 ans, en étant même un petit peu diabétique sur les bords. Ouais, là, effectivement, 12 minutes de vélo peuvent peut-être éventuellement représenter un entraînement, encore que je crois que pour mon grand-père, le docteur avait quand même recommandé plutôt une demi-heure que 12 minutes. Donc voilà. La question est vite réglée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, 10 km de vélo, en fait? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Ça va nous représenter 20 ou 25 minutes sur l'ensemble de la journée. Découpé en deux! Découpé en deux, c'est encore pire! C'est encore pire! C'est rien du tout! Il est où le stress? Parce qu'un entraînement, à la base, c'est quand on applique... Qu'est-ce que c'est, l'entraînement? C'est quoi? Vous allez en STAPS. Vous faites à peine 3 mois, là, au début, là, puis après vous vous barrez. Le monsieur, au tableau, il va vous montrer, il va tracer une courbe. C'est votre forme. Quand vous vous entraînez, si vous appliquez un stress suffisamment fort, la courbe de forme, elle baisse, d'accord? Elle passe de 0 à -2. Si vous vous reposez suffisamment longtemps, votre corps digère ce stress et surcompense. Donc la courbe va passer de -2 à +3. Et si vous branlez rien pendant quelques temps, de +3, elle va descendre à +2, à +1, à 0, etc., etc. Puis vous allez revenir à l'état de départ à 0. C'est pour ça que le but du jeu, c'est de faire un entraînement avec un stress prononcé, de remonter son état de forme plus haut qu'avant, de remettre un stress, de remonter plus haut qu'avant, etc., etc. Avec 10 bornes de vélo, qu'est-ce que tu vas stresser? Hormis ta grand-mère de 92 ans, je sais pas. Je vois pas bien ce que tu vas stresser. À mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si, tu vas être peut-être stressé parce qu'il y a une voiture qui va te frôler un petit peu et qui va te klaxonner. Du coup, ça va faire monter l'adrénaline, et pendant environ 30 secondes, tu vas faire 10 pulsations de plus au cardio. Mais il y a pas de stress lié à l'entraînement. C'est nul, 10 bornes de vélo. Ça compte pas. Ça compte pas tout seul pris comme ça. Alors après, ça dépend. On va quand même creuser un petit peu. Mais si tu te lèves le matin, tu fais un petit déjeuner, tu fais 10 bornes de vélo, et tu passes 4 heures au taf à faire des trucs pas trop physiques. Alors attention, si t'es maçon, paysagiste, enfin les trucs un peu physiques, l'agriculteur, tout ça, là, on peut voir ça différemment. Mais si t'as un métier de bureau et que t'as fait 10 bornes de vélo avant, mais le midi, tu touches pas aux glucides. T'as rien fait. Donc, est-ce utile pour une base foncière? Non. Absolument pas. Il y a rien là. En fait, pour faire du foncier, à un moment donné, il faut que ton système cardiovasculaire il se mette un petit peu en chemin. Il faut qu'il passe un certain temps dans certaines zones. 20 minutes. Non mais 20 minutes, qu'est-ce que tu veux faire à 20 minutes? Est-ce que c'est utile pour progresser dans sa pratique? Mais en 20 minutes, tu vas faire quoi qui te permet de progresser? Rien. À la limite, tu peux y aller en vélocité, mais c'est rien du tout. Une sortie de vélo, c'est 1 heure, 1h30, 2 heures, plus même. Là, y a rien qui se passe, là. Alors après, une fois qu'on met de côté le fait que, en fait, 10 bornes de vélo par jour ne créent absolument aucun stress et donc tu vas t'adapter à rien du tout. Voilà, au pire des cas, ça va même te faire bouffer plus parce que t'auras eu l'impression d'avoir fait du sport. Il y a quand même quelque chose qu'il faut retenir et qui peut interpeller. C'est que du coup, tout ça cumulé, mis bout à bout, ça nous fait 2500 km sur l'année. Ouais. Alors, évidemment, quand tu dis je fais 2500 bornes de vélo par an, ben, on pourrait se dire... Attendez, je caresse un peu le chat, ça va me calmer. Ah, il est très doux. On pourrait se dire... Ouais, 2500 bornes de vélo par an, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, moi je pense que j'ai dû faire pareil, là. Il est où mon compte Nolio, là? Et vous m'avez énervé, là. Du coup, je suis obligé de consulter les titres, les statistiques, les chiffres.
Nolio, la connexion, c'est parti. Et oui, j'ai changé d'ordinateur, évidemment, il peut me reconnaître, le salopard. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah oui, ça c'est mon plan d'entraînement que mon entraîneur n'a pas fait. Où est-ce qu'on fait les statistiques? Ouais, je sais plus où est-ce qu'on fait les statistiques. Ah bah si, il y a un onglet statistiques en haut à gauche. Putain, qu'est-ce que je suis une brêle quand même. Donc, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, j'ai quand même fait 5500 km de vélo. Ah ouais. Mais est-ce que j'ai réalisé 4000 bornes de course à pied, 6 km de randonnée. Ah oui, quand même. Bref. Allez, merci Nolio. Du coup, ouais, j'ai 2500 bornes de vélo à l'année. C'est pas mal. Mais c'est pas mal quand tu les as réalisées en faisant un effort. Là, ce que tu fais pour aller au travail, 15 minutes de vélo, c'est pas un effort. C'est pas un effort. Alors après, c'est sûr, ça a quand même... Ça joue quand même un petit peu. Il faut pas tout jeter. Ça joue quand même un petit peu parce que en fait, quelque part, tu as quand même un tout petit peu transpiré, un tout petit peu élevé ton cardio. Voilà. Je sais pas, moi, par exemple, regardez. Alors, allez, je cite un deuxième sponsor, là, Sunto, là. Putain, ils écoutent même pas mes podcasts, là. Et du coup, ils peuvent même pas voir que je leur fais de la super pub. Pourquoi ils me calculent pas, là, 100 BPM? Je suis pas à 100 BPM, là. Je me suis énervé tant que ça, là. Ah oui, voilà, ça y est, j'ai la courbe sur la journée. Donc, en gros, moi, dans la journée, je suis à peu près à 60 pulses, quand je bricole, comme ça, là, sur l'ordi. Et tout à l'heure, je suis allé jeter des cartons à la poubelle. Ouais, c'est ça, c'était tout à l'heure. Je suis allé... ouais, j'ai débarrassé des cartons. Alors, c'est des très très gros cartons, tu vois, un peu... non, je vais pas dire ça. C'est des très très gros cartons. Du coup, j'ai les ai défoncés et tout, là, à coup de pied. J'ai déchiré, tout ça. Après, je les ai pliés. Ils étaient un petit peu rigides. Du coup, j'ai sauté dessus et tout avec les bottes. Et là, ouais, pendant 10 minutes... Ah oui, voilà, je suis à 75 pulsations, je me disais aussi. Et là, du coup, pendant 10 minutes, j'étais à 100 pulses parce que j'étais en train de faire un peu de manutention. Ouais, du coup, bah, toi, peut-être, tu vois, moi, je bats à 60 pulsations, on va dire quand je suis assis sur une chaise et que je bosse. Si je tape une petite sieste, on va descendre à 50, voire 45. Et si, à un moment donné, je me lève pour faire 10 minutes de vélo, bah, mon cœur, il va monter à 90. Donc oui, c'est mieux que 60. Mais c'est rien. Alors, sur l'année, ça a un petit effet, tu vois. Il y a un petit cumulé, c'est sûr que c'est mieux que rien. Mais de là à dire que c'est un entraînement? Non, on peut pas dire ça. Qu'est-ce que c'est après? En fait, c'est le problème des chiffres. C'est, ouais, lui, il a fait 100 heures de sport dans le mois. Waouh, 100 heures de sport dans le mois, mais c'est trop bien. Waouh, quel volume, il va être trop fort et tout, c'est génial. Est-ce que je peux lui ça? Non, je vais pas dire ça non plus. Waouh, il est trop fort. Oh là là, c'est mon héros. Oh, c'est mon héros, il a fait 100 heures par mois. Oh là 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 là. Et puis à côté, il y a un autre sportif. Dans le même mois, il fait 75 heures. Donc là, vous vous dites, il est nul par rapport à l'autre. Et il a fait 25% de moins. Mais peut-être que celui qui a fait 75 heures, il a fait du seuil, il a fait de la musculation, il a fait de la VMA, sur le vélo de la PMA, etc. Il a mixé des sorties longues, des sorties intenses. Alors que l'autre, tous les jours, il a fait 2 heures de sport à un rythme régulier et constant. Qui est-ce qui va devenir meilleur? En supposant bien sûr que les deux ne se blessent pas. Bah, c'est celui qui aura appliqué le plus de stress à l'autre. Parce que finalement, une fois que vous maîtrisez votre sport, en fait, là, moi, je pourrais mettre mes baskets et aller courir 10 km en 50 minutes. Voilà, je sors de table, je suis en pleine digestion, mais ça me pose pas de problème, parce que 50 minutes, 10 km, ça me stresse pas, en fait. Ça n'applique pas de stress sur mon corps. Je pourrais faire ça le matin, je pourrais faire ça le soir. Alors, au bout d'un moment, ça va m'abîmer les articulations, si je change trop rapidement Mais... en fait, tous les jours, je suis capable de faire un 10 bornes en 50 minutes. Par contre,
tu me stresses un petit peu, tu me dis non, mais en fait, tu vas le faire en 40 minutes. Bah là, je suis peut-être pas capable de le faire tous les jours, tu vois. Si je suis fatigué, machin, bidule, tout. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Comment elles ont été faites, ces 2500 bornes de vélo? Ça a été 25 sorties de 100 km, réparties, tu vois, une fois toutes les 2 semaines. Et là, c'est bien, c'est de l'endurance, qui est correctement travaillée, etc. Ou est-ce que c'est 250 sorties de 10 km? Là, c'est nul. À chaque fois que t'es sorti, t'as pas travaillé suffisamment fort et longtemps. Donc finalement, ces 2500 km, tu les affiches joliment sur Strava, tu peux t'en vanter, tu peux dire à tes amis que c'est juste des gros starloos parce qu'ils ont un petit peu moins que toi, mais tu peux pas dire que c'est un bon entraînement. Ce serait un petit peu mentir. Ah, fait chier de pas boire ce café, putain. Donc, ah, puis j'ai mis trop de gingembre, moi, quel abruti. Donc, ouais, non. Après, qu'est-ce qu'on fait après? On commence à compter quand on marche. Donc, tu vas poster une lettre à la poste. Elle se situe à 600 mètres de chez toi. Tu mets quoi? Tu mets la montre et tu mets aller-retour 1,2 km sur Strava, postage de lettres. Et puis comme ça, à la fin de l'année, t'as peut-être 350 km de plus que l'année d'avant. Non mais c'est quoi ça? Non mais c'est... On est au souk là, on est au bazar là. Comment ça là? J'ai l'impression qu'on négocie les heures. Regarde. Alors je prends encore exemple sur cette magnifique Monsanto. Voilà, je leur fais un peu de pub, donc évidemment, il faut tous que vous achetiez une Sunto. Prenez la plus chère, hein, parce que c'est important. Là, j'ai 6000 pas aujourd'hui. Ah oui, je me suis excité un peu quand même avec les cartons tout à l'heure. Pourquoi j'ai 3 heures de sommeil? Ah oui, j'ai oublié de la mettre. Titre. Ah non, faut que je revienne sur les pas. Putain, le mec découvre sa montre, quoi. Je reviens sur les pas. Ah voilà, il y a un autre menu. Ah, ma moyenne sur la semaine, c'est 10 000 pas par jour. Rien à voir avec le podcast du Raptor. 9896. Putain, il y a des jours, j'en ai fait 30 000. Putain, mais je t'ai énervé. Ouais. Et ça, c'est la moyenne sur la semaine dernière, sachant que je n'ai pas fait de sortie running. Voilà, j'ai rien publié sur Strava. Et je me prive de 10 000 pas par jour qui représentent, je crois, 7 km de course à pied. Bref. Donc tu vois, Tony, non, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas compter, parce que je vais pas compter. Pareil, l'autre fois, j'allais mettre une affiche du trail niveau large chez un commerçant. Il y avait 1,5 km à faire, aller-retour 3 km à pied. Bon voilà, j'ai pas mis sur Strava. Hein. C'est pas un entraînement. Je suis pas en train d'améliorer ma capacité à marcher. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et en fait, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, où on est habitué à ne jamais faire d'efforts. Voilà. Donc, alors moi j'aime bien l'exemple. T'as envie de manger de la viande. Avant, fallait prendre un fusil, fallait cartonner Bambi. Après, avec ton couteau, t'enlevais la peau. Hop, tu dépeçais un peu les organes. Tu faisais gaffe où était la cartouche. Et puis, les organes, voilà, tu les mettais, je sais pas, il y a peut-être pas de frigo. Alors, je sais pas ce que t'en faisais, tu les faisais cuire tout de suite. Où tu foutais la viande dans une pièce fermée avec du sel pour que ça se conserve un petit peu. Voilà, alors qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie de bouffer de la viande, je vais à Leclerc, je vais à Auchan, je vais à Carrefour. Tac, j'arrive au rayon viande, puis il y a tout ce que je veux, il y a du bœuf, il y a de l'agneau, il y a des abats, voilà, il y a absolument tout ce que je veux. Pareil, avant, si tu voulais bouffer des fruits et des légumes, il fallait les faire pousser chez toi. Et là, maintenant, grâce au travail d'agriculteur qu'on rémunère absolument pas, on peut manger n'importe quel type de fruits et légumes tout le temps. Et puis s'ils poussent pas en France, c'est pas grave, on les fait venir des autres coins du globe. Ça pollue un petit peu, mais quand même, on aime bien bouffer des tomates en décembre. Donc, c'est bon, hein, le bilan carbone va te faire foutre. Et puis voilà, on mange ces petites tomates de décembre parce qu'on a prévu un repas pour le 31 qui comportait des tomates. Donc on s'en fiche complètement qu'elles viennent de l'autre côté du globe. De toute façon, vu qu'on a une voiture électrique, Inch'Allah, on a le totem d'immunité, on pollue pas. Et donc on a le droit de manger les tomates en décembre, il y a pas de souci. Donc ouais, c'est un petit peu le souci de ces sociétés du moindre effort où en fait aujourd'hui tout est acquis. Voilà, il faut pouvoir tout avoir rapidement, tout de suite. Et là en fait en fait c'est pas de ta faute, Tony, mais c'est tellement les autres ne foutent absolument rien de leur journée. Les gens glandent constamment.
Au travail, hein, j'entends. S'ils s'en branlent, pas une. T'arrives dans un service, il y a 5 mecs qui discutent entre eux. Toi, t'es là, tu les regardes, t'as une question à leur poser. Tu te dis, mais c'est pas vrai, je suis un client, les types viennent pas vers moi. Ils ont pas compris que j'étais un client, mais c'est quoi ce bordel? Et il faut 10 minutes pour qu'ils finissent leur putain de conversation pour venir vers toi. Mais on te paye pour être vendeur dans le magasin! On te paye pas pour essayer de cartonner Josiane en lui faisant des réflexions sur sa nouvelle robe! Derrière, dans l'atelier! À Castorama! Non! On te paye pour que, quand il y a un client qui arrive, tu lui dis bonjour et tu lui demandes s'il cherche. Parce que c'est le bordel dans ton magasin, on comprend pas où c'est les trucs. Voilà. Et donc, tellement les gens foutent rien de la journée, le travail, il est trop loin de chez moi, du coup je prends la voiture, et puis tu comprends, aujourd'hui il fait que 15 degrés, donc en vélo je vais attraper un rhume, et vu que j'ai un système immunitaire de truite, eh ben je vais tomber malade, etc., etc. Du coup, toi, quand tu vas au travail en vélo, bah t'as l'impression d'être un surhomme en fait. T'as l'impression d'être une bête féroce, t'as l'impression d'être un conquérant, alors que non, en fait t'es juste normal, et c'est juste les autres qui sont navrants d'excuses, et puis après ils sont là, l'essence, ça lui coûte cher. Ouais, bah tant qu'il y a des abrutis pour l'acheter, ils vont pas se gêner pour te la vendre cher, hein. Ça c'est le principe du commerce, hein. Tant qu'il y a des blaireaux qui achètent, on vend au prix fort, hein. Bon, en plus moi j'en achète énormément de l'essence. D'une part pour accélérer le changement climatique, parce que je rêve d'installer des bananiers au Revard, et d'autre part parce que c'est vrai que quand je vais animer une course, j'ai rarement moins de 100 bornes de voiture à faire, et ouais, du coup c'est quand même pas trop possible de faire en vélo pour le coup, vu qu'il faut amener des affaires en plus, voilà. Mais c'est vrai que ce vélo taf que tu fais, Tony, il faut que tu le détournes. En fait, c'est l'échelon numéro 1 d'une échelle qui va te permettre d'accéder au bonheur. Non, je déconne. D'accéder à la borne. En fait, il faut que tu te serves du vélo taf un petit peu mieux que ça. Bon, admettons, le matin, tu vas au boulot en vélo, voilà, ça fait 5 bornes, on s'en fout. Le soir, en fait, au lieu de rentrer tout de suite en vélo, tu peux faire un tour un peu plus long, tu vois. Là, en plus, il y a eu le changement d'heure, la météo est de plus en plus clémente, les mecs qui se plaignaient de la pluie vont bientôt se plaindre de la canicule, ça c'est les gens, ils sont toujours chiants, quoi. Rien ne va, quoi. Tous les jours, mauvaise nouvelle, pénible. Donc, en fait, tu prends ton vélo, et le soir, tu fais un grand tour en rentrant. Donc, c'est ce que je faisais quand je bossais à Crolles, là, à côté de Grenoble. J'habitais à 7 km du travail. Et quand je sortais le soir, à 17h30, puisque sur mon contrat il était marqué 17h30, donc je comprenais pas vraiment pourquoi il était nécessaire de rester plus longtemps que ça au travail, puisqu'après on passait dans le cadre du bénévolat. Je partais et je faisais une bonne heure et demie de vélo, donc des tours qui faisaient 35 à 45 km, vu qu'en général je faisais pas mal de dénivelé. Et à 19h j'étais chez moi, 19h20 j'avais rangé le matos, j'étais douché, 19h30, on attaquait à faire la bouffe. 20h, on attaquait à manger. Voilà, et après, je sais plus ce que je faisais. Je m'étirais peut-être devant la télé ou des trucs comme ça. Donc, tu peux te servir du vélo comme ça. Ou alors, tu peux t'en servir d'un autre moyen. Parce que tu me dis, ouais, mais en fait, moi, je vais courir le soir. Déjà, si tu cours 5 soirs dans la semaine, c'est pas mal, quoi. Faut se reposer un peu aussi. Je vais courir le soir, ok. Du coup, tu prends ton vélo pour aller à l'entraînement. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait tout l'hiver avec le club d'athlé ou avec la préparation physique. Parce qu'en fait, je me suis servi de mon vélo pour faire... Donc, le club d'athlé, on a 2 points de rendez-vous. Il y en a un qui est à 5 km de chez moi, l'autre qui est à 10 km. Donc, ça me faisait l'échauffement en vélo, 15 ou 20 minutes. Et ça me faisait le retour au calme après. Et avec les préparations physiques, c'est exactement le même procédé. Échauffement pour y aller, et retour au calme pour revenir. Du coup, après... finalement, le faible kilométrage de vélo ne compte pas comme une activité cycliste à part entière, mais te permet de mieux pratiquer la course à pied. Et chez moi, qui a eu des problèmes de périostite, c'est marrant, c'est parti après en mars, tu vois.
quand je me suis mis à bien quantifier le nombre de kilomètres par semaine depuis fin janvier. Chez quelqu'un qui a souvent des périostites, le fait de faire un peu plus de vélo comme ça, donc entre 2 runs, un petit peu de vélo, je suis en train de toucher la cuisse du chat, elle est très très musclée. C'est bien ça, Jean. C'est une bonne bête. Chat violent, pour niquer les chiens. Ouais, du coup, ça m'atténuait un peu les douleurs au périoste en détendant le mollet, en détendant le jambier antérieur, là, toute la zone qui coince un peu. Donc là, t'as déjà 2 options, tu vois. Et puis, 3e option, c'est vu que tu viens en vélo au boulot, ça veut dire que le midi, t'as ton vélo avec toi. Et du coup, tu peux... Donc, encore une fois, quand je bossais à Kroll, des fois, je m'envoyais un immense Jiménez dans le col de porte. Et oui. Et donc, Jiménez, ça dure 45 minutes, 9 fois 5 minutes. Échauffement, 15 minutes, ça fait 1 heure. Retour au calme, 25-30 minutes, parce qu'il faut descendre du col. Ça faisait 1h30, le temps de se doucher 1h45, j'avalais mon tupperware en 15 minutes, et ouais, les 2 heures de pause du midi, elles étaient faites. Fallait pas trop traîner quand on faisait le Jiménez. Ouais, tu peux te servir de ça pour bosser le midi. Mais sinon, si ton vélo taf, c'est juste je fais 5 bornes de vélo le matin, je fais 5 bornes de vélo le soir, parce que si tu fais 5 bornes de vélo le soir, que t'arrives chez toi, que tu te changes, que tu fais un goûter, ou je sais pas quoi, que tu laisses une demi-heure, 1 heure entre le moment où tu poses le vélo et le moment où tu débutes la course à pied, ça fait pas grand chose comme échauffement, voire même rien du tout, hein. Tu peux recommencer un échauffement. Donc voilà, il faut faire attention à bien utiliser ce vélo taf. Après, bon, pour moi, la principale plus-value du vélo taf, c'est, la vraie raison, c'est de pas utiliser ta voiture. Donc, tu diminues l'usure des pièces de ta voiture, ce qui représente un certain coût, donc tu gagnes de l'argent. Tu consommes moins de gasoil, donc tu gagnes de l'argent. Donc tu vois, venir en vélo, en fait, c'est faire des économies. Bon, tu pollues moins, mais ça, à la limite, on s'en tape un peu, parce que c'est foutu, hein, globalement, la planète, c'est foutu. Mais bon, disons que ça fait toujours plaisir. Et si t'habites dans un coin où il y a des bouchons, normalement, en vélo, tu gagnes du temps. Donc tu gagnes sur absolument tous les tableaux. Et c'est vrai qu'il doit y avoir un facteur, parce que le fait que du coup, pendant 10-15 minutes, tu élèves un petit peu ton rythme cardiaque, ça doit quand même te permettre de pas devenir obèse. Parce que en Hollande, j'avais été choqué de voir de quelle manière les gens mangeaient. Ils mangent très très mal. C'est des sandwichs pris sur le pouce le midi. Il n'y a pas vraiment de cuisine hollandaise. Ils importent de la junk food qui vient d'à peu près tous les autres pays. Donc pour mal manger, en Hollande, on est très très bien. Et par contre, les mecs... Il y a pas de gros, quoi. Enfin, en tout cas, il y en a vachement moins qu'en France. En France, on a quand même 50% de la population qui est obèse. Alors, on dit pas obèse parce que vu qu'on a changé un peu les quotas, on dit surpoids. Mais il y a 20 ans, c'était de l'obésité. Hein. Et aujourd'hui, c'est du surpoids. Comme ça, tout le monde peut s'accepter gras comme il est, quoi. C'est magnifique. Il y avait des trucs comme ça qui étaient publiés sur Twitter. Parce que moi, j'aime bien suivre des extrémistes. Et il y en a un qui avait publié la photo d'une plage dans les années 70. Donc, sur 100 personnes, t'avais 2 gros. Et la photo d'une plage dans les années 2020. Enfin, avant 2020, parce qu'il y avait le Covid. Disons 2019. Et là, en fait, sur 100 personnes, t'avais 2 mecs qui étaient pas gros, quoi. Et j'allais dire, ça fait peur, mais non. Parce que moi, je n'étant pas comme ça, je m'en fiche. Donc voilà. C'est vrai que ce vélo taf permet de garder quand même une certaine condition physique. D'un point de vue de l'entraînement, c'est zob, mais il y a quand même un petit truc qui fait que t'es un petit peu plus en forme, t'es un petit peu plus tonique, tu t'augmentes un petit peu ton métabolisme énergétique sur la journée. Il y a un petit quelque chose. On va pas le nier. On l'accepte. Mais de là à dire que c'est un entraînement, on peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça quand même, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, Tony, écoute, pour conclure, avant que tu te mettes à compter les marches d'escalier que tu fais dans la journée, etc. Pour conclure, on pourrait dire que effectivement, il faut que dans un monde parfait, en fait, il faudrait que tout le monde fasse du vélo taf. Franchement, une fois qu'on a essayé, que l'habitude est ancrée en nous et tout, on adore. Hein, donc voilà, vraiment, franchissez le pas si vous hésitez. Mais c'est vrai qu'après, le problème, c'est pas tant les gens.
que l'entreprise. Parce que en France, aujourd'hui, si tu laisses ton vélo dans la rue, il y a quelqu'un qui va te le voler. Sauf si t'as un peu de chance, peut-être qu'on va te le voler qu'au bout de quelques jours, mais on va te le voler. Dans l'année, on va te le voler, ou on va te voler la roue avant, ou on va te voler la selle, ce qui me dépasse toujours, hein, mais voilà. Force est de constater que l'abruti pullule depuis qu'on ne lui plante pas des pieux dans le cul à l'entrée de la ville pour montrer l'exemple. Du coup, oui, c'est vrai que si ton entreprise ne propose pas un local sécurisé pour stocker ton vélo, c'est délicat, parce que pour faire 15-20 bornes de vélo taf, il faut un beau vélo de vélo taf. Et qui dit beau vélo, dit vol. Du coup, la faute est un petit peu partagée avec l'entreprise, parce que souvent, le patron, son discours, c'est de dire « Pourquoi je ferais un local sécurisé et j'installerai des douches et des vestiaires pour mes employés, alors que personne ne vient en vélo ?» Et quand tu écoutes les employés, ils disent « Bah nous, on vient pas en vélo parce qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de vestiaire et il n'y a pas de local sécurisé. » Donc, tout le monde rejette la faute sur les autres et du coup, il n'y a rien qui avance. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait de votre faute. C'est vrai que j'avais la chance d'avoir une entreprise qui avait une douche. Donc forcément, si les 50 employés venaient en vélo, c'était la merde. Mais vu qu'on était que 2 ou 3 à le faire, ça allait. Et on a eu un petit bout de local sécurisé en cours d'année, ça c'était pas mal. Voilà. Il faut reconnaître ça. Ouais, les contraintes logistiques sont pas faciles, hein, bien sûr. Hein, je dis pas que on est face à une armée de feignasses qui en branlent pas une. Il y a aussi les contraintes. Je sais par exemple que mon vélo, si je le pose dans la rue, en 10 minutes, il est plus là. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me rajouter un peu des questions à droite à gauche sur mes adresses mail. Si vous la connaissez pas, démerdez-vous pour la connaître. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. On en sera à 259. Et sinon, on se dit à vendredi, chers amis patriotes, avec un article. Allez, je vous spoil un petit peu. Un article pour ce vendredi qui a été écrit par Mathieu Delpeuch. Même si je l'ai rémunéré pour ça, je vais quand même le remercier. Qui fait suite à sa vidéo sur le fait de devenir professionnel, alors entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas payé que pour faire de la course à pied, hein, c'est ce qu'il vous explique dans la vidéo. Mais il reviendra avec vous sur ce prétendu professionnalisme avec des chiffres précis et des exemples. Allez, à vendredi pour les patriotes et à mercredi pour la populace. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.